Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable, disait Raymond Aron. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Regard sur l'actualité. Le Regard sur l'actualité est une tribune d'échange et d'analyse des questions d'actualité du pays. Comme vous le savez, l'actualité politique est marquée par les 100 jours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à la primature, la signature très probable d'un accord de coopération militaire entre le Mali et un groupe de sécurité privée, Wagner, et le boycott des assises nationales de la refondation par un groupement de partis politiques. Ce sont entre autres sujets que nous allons discuter avec nos invités ici présents. Monsieur Badou Sidi Koba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des publications des journaux Triomphe du Mali et le Carrefour. Effectivement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le second invité du jour, Monsieur Sureja, bonjour. Bonjour, Monsieur Sidibé. Vous êtes le président du Rassemblement des jeunes pour le patriotisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Bon, la première question va porter sur 100 jours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Monsieur Badou Sidi Koba, Choguel Kokala Maïga est président du comité stratégique du M5RFE à la primature il y a 100 jours de cela. Quel bilan peut-on retenir de son séjour à la primature? Bon, ce que je peux dire par rapport au Premier ministre Choguel Kokala Maïga, effectivement, on peut dire que c'est le réacteur du gouvernement, parce qu'il est le plus visible. Il est le fusible de la transition. Apparemment, celui qui bouge. Et à ma connaissance, depuis qu'il est venu, il a posé des actes. La preuve, il s'est rendu dans la région de Ségasso pour prendre langue avec les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc., pour s'enquérir des conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Après, il s'est rendu dans la zone officielle du Niger pour constater de viser ce qui se passe. Vous savez que dans la zone officielle du Niger, qu'on appelle le Kouroumari, le Farimake, le Haïlé et le Mema, dans cette zone, il y a l'insécurité. Et l'insécurité a atteint des proportions telles que les paysans ne parviennent plus à aller cultiver. Et par la faute des djihadistes et des milices d'Ozo. Donc, en partant dans cette zone, c'était une façon pour lui vraiment de signifier la présence de l'État et au-delà de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de famine. Parce que si vous suivez le cours de l'actualité, ceux qui viennent de la zone de Nyono vous disent qu'il y a risque de famine parce que les paysans ne parviennent pas à les cultiver. Or, pour pouvoir organiser des assises nationales, il faut que le ventre soit plein. Quand le ventre n'est pas plein, on ne peut pas aller aux assises nationales. Donc, cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les chantiers sont immenses. Parce que l'insécurité est encore de rigueur. Parce que l'autre jour, il y a une escorte de la police qui a été victime d'attaque. Cette escorte a été chargée de transporter et d'acheminer les agents du pays Mali vers Bamako. Donc il y a eu des échanges de tirs. Un policier a succombé à ses blessures. Il y a 2 camionneurs qui transportaient des légumes en provenance du Maroc. En termes d'actes concrets, est-ce que Choguel Kokala Maïga a posé des actes allant dans le sens... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je te dis, là où nous on l'attend, c'est surtout sur le plan sécuritaire. Et ces 2 attaques viennent nous rappeler que l'insécurité est de rigueur. Donc il y a l'insécurité. Or, lors de sa politique d'action gouvernementale, lors de sa déclaration de politique d'action gouvernementale devant le CNT, il dit que tout sera mis en œuvre, tout sera mis à la disposition des forces armées pour ramener la sérénité, pour que les personnes et leurs biens soient sécurisés. Et sur ce plan, vraiment, il y a du chemin à faire. Et à présent, on ne peut pas dire qu'il y a des signes qui prouvent que vraiment, sur le plan sécuritaire, les lignes bougent. Au-delà de cela, il a posé d'autres actes. L'autre jour, on l'a vu aller inaugurer un centre de conservation des documents d'un montant de plus de 10 milliards de francs CFA. Tout ça, c'est bien. Est-ce que vous pensez que ce sont des actes qui entrent dans le cadre de la mission régalienne des autorités de la transition? Oui, c'est des actes sanitaires, mais ce que la population attend du Premier ministre, c'est surtout le retour de la sécurité et de la sérénité. Parce que tout tourne autour du tout sécuritaire. Et par la faute de l'insécurité, le panier de la ménagère a tendance à diminuer. La marmite souffre. Aujourd'hui, les denrées de première nécessité, pour les acheter, il faut avoir beaucoup d'argent. On ne peut pas payer la viande. La bonbonne de gaz, 4 000 francs. Et que dirais-je encore? Le kilo de pommes de terre, le kilo de haricots, le kilo de maïs. Mais on ne peut pas. Vivre sans ces aliments-là. Donc, okay, c'est l'alimentation de base. Je vais vous revenir après. Monsieur Sureja, qu'est-ce que vous retenez en termes d'actes concrets du bilan de 100 jours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à la primature?
D'accord, merci beaucoup pour cette question. Nous remercions également les téléspectateurs qui nous regardent à travers cette émission. Et si vous me demandez de faire un bilan du Premier ministre de ces 100 jours, moi je vais me focaliser sur 2 points. Le premier point, c'est les différentes rencontres qu'il a eu à faire avec les forces vives de la nation. Parce que depuis ces premiers jours, il a quand même initié un certain nombre de rencontres avec les forces vives de la nation pour quand même essayer de comprendre la vision, l'opinion publique nationale sur les questions qui interpellent les autorités de la transition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point également, il y a la présentation aussi du plan d'action gouvernemental qui a été approuvé par les membres du CNT. Et le plan d'action qui est quand même jugé très ambitieux. Mais la question principale qui se pose, c'est la réalisation, les conditions de réalisation de ce plan d'action qui est vraiment ambitieux, qui répond en quelque sorte à toutes les attentes dans tous les domaines de la population malienne. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut retenir des 100 jours du Premier ministre, ce sont ces 2 points, je disais, la rencontre avec les forces vives de la nation et également la présentation aussi du plan d'action gouvernemental. Donc, voilà. Ok. Monsieur Badou, en termes de perspective, est-ce que vous pensez que on peut, le gouvernement de Choguel Kokala Maïga peut tenir, réussir cette transition et organiser des élections à date indiquée? Bon, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga peut renverser la vapeur. Mais à condition qu'il respecte à la lettre tout ce qu'il a dit devant le CNT. Parce que devant le CNT, il a parlé du retour de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, de l'organisation d'élections crédibles et transparentes, et la lutte contre la corruption et la réduction du train de vie de l'État, et la signature d'un pacte de stabilité sociale. Donc voilà les points qu'il a égrenés devant le CNT. Maintenant, il s'agit d'appliquer ces points-là. Et pour l'application de ces points, il dit que l'État va mobiliser environ 2050 milliards, je ne sais pas, quelque chose comme ça. 2050 milliards de francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Donc, où est-ce qu'il va trouver ce montant? Il faut qu'il trouve ce montant, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, tout tourne autour du problème d'argent. Et au-delà, je ne cesserai de le répéter, il y a le problème de sécurité. C'est vrai, M. Idia l'a rappelé. Il a pris langue avec l'ensemble des forces vives de la nation pour échanger avec eux, discuter avec eux, comprendre leur point de vue, savoir réellement qu'est-ce qu'ensemble on peut faire. Parce que quand vous prenez le Mali, nous sommes tous dans la même barque. Et cette barque, ça c'est le barque Mali. N'est-ce pas? Oui. Je pense qu'on dit une barque, mais on dit une barque. Donc nous sommes tous dans la même barque, ça c'est la barque Mali. Donc si, en cas de trou, nous allons tous nous retrouver dans l'eau, ce n'est pas une bonne chose. Donc le premier ministre, il a des ambitions pour ce pays. Il veut réellement que le pays sorte du mauvais pas. Maintenant, pour que le pays sorte du mauvais pas, on ne doit pas compter sur lui seul. Donc, il doit s'associer à l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'ensemble, nous puissions voir comment faire bouger les lignes. Et ça, c'est une réalité. Sinon, lui seul, c'est vrai, il est en train de faire des efforts, il est sur tous les fronts, mais cela ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'aller... C'est vrai que le Premier ministre ne va pas prendre une pelle pour éliminer le ciment et le sable, ça, c'est pas son travail. Donc, c'est la tête pensante du gouvernement. C'est la tête pensante du gouvernement. C'est lui qui met au travail les autres ministres. Mais, il faut le dire, aujourd'hui, la situation du Mali est telle que tout est urgent. Tous les domaines sont prioritaires. Parce que vous ne pouvez pas organiser des élections crédibles, transparentes, si l'État n'est pas présent sur tous les territoires. Et vous partez au centre, vous partez au nord. Plus de 1000 écoles sont fermées. Les services sociaux de base sont absents. Les préfets, les sous-préfets sont dans les chefs-lieux de région. Peut-être, à la rigueur, les chefs-lieux de cercle ne sont pas occupés. Et même là, c'est des zones qui sont en état de siège. Est-ce que, selon vous, est-ce que la démarche de Choguel rassure? Bon, on peut sans risque de se contredire que la démarche de Choguel rassure, mais pourvu qu'il soit soutenu. Parce qu'on peut dire qu'il n'a pas... On a essayé de créer une opposition forcée. Des leaders politiques se sont regroupés et ils sont opposés à la prolongation de la transition. Nulle part, il n'a été dit que la transition sera prolongée. Ce que nous disons, c'est que quand il y a transition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Tout le monde doit s'associer à la transition pour que la transition puisse arriver à bon port. Okay. Et qu'au bout du rouleau, il y ait des élections crédibles, transparentes, acceptées par tous, pour qu'en l'avenir, il n'y ait pas d'autres coups d'État.
Parce que si nous faisons les choses à la Issard, il y aura d'autres coups d'État encore. Ok, merci beaucoup. Monsieur Suridja, en termes de perspective, est-ce que vous pensez que cette transition dirigée par Shogel peut nous amener à bon port? Bon, comme mon frère l'a si bien dit, on peut espérer lorsque tous les Maliens se mettront ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette division qui fait mal au Mali dans sa chair. Donc, réunissons-nous tous autour des priorités du moment et autour des autorités de la transition pour quand même donner corps aux différentes perspectives. Donc, en termes de perspectives, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, réconcilier les Maliens et s'attaquer aux questions sociales et également, sans oublier bien évidemment, l'organisation des élections crédibles, libres et transparentes aux bonnes dates, c'est-à-dire au délai indiqué, les 18 mois. Il faut qu'on arrive quand même à organiser ces élections. Parce que si on peut le dire, la crédibilité et puis l'engagement que les autorités de la transition ont pris peut être soutenu ou peut être accepté, c'est lorsqu'ils arrivent quand même à organiser ces élections à des délais impartis. Au délai imparti, s'ils arrivent à organiser les élections, on peut s'en féliciter pour dire vraiment tout ce qu'ils nous disaient comme promesse, tout ce qu'ils nous disaient comme parole. Donc vraiment, on l'a accepté, on a vu ça porter ses fruits. S'ils arrivent quand même à organiser ces élections aux dates indiquées. Okay. Voilà. Est-ce que le délai imparti, ils peuvent organiser ils peuvent réussir toutes les missions à suivre? C'est ce que je disais. La question n'est pas de tout mettre en œuvre. Okay. Parce que la transition aussi, c'est une période exceptionnelle. On ne peut pas s'attaquer à toutes les questions de la vie de la nation pour dire qu'on veut résoudre à un laps de temps. Le laps de temps, c'est la phase de la transition. Donc maintenant, il faut quand même donner le temps au temps, certes, mais quand même, il faut s'attaquer aux priorités. Aux priorités, c'est quoi? C'est quand même arriver, comme ils l'ont si bien dit, arriver à organiser les élections aux bonnes dates pour également continuer le chantier déjà ouvert. Parce que si on se réfère, par exemple, la gestion d'un État, ce n'est pas du jour au lendemain. On pose des actes et on pose les jalons pour pouvoir continuer dans le temps. On n'est pas obligé de dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous proposons, il faut qu'on arrive à réaliser et cette réalisation devrait être nous-mêmes et sans d'autres personnes. C'est ça la réalité de l'administration publique. Les gens pensent que s'ils arrivent à réfléchir ou à penser à des actions qu'ils veulent mettre en place, donc ces actions ne peuvent être réalisées sans leur implication. Il faut que les gens se détrompent. On arrive à poser des actes, c'est ça être un leader. Tu penses à quelque chose, le bonheur des autres, donc tu arrives quand même à mettre en place cette idée et que si l'idée se réalise en ton temps, c'est bon. Et si l'idée n'arrive pas à être réalisée aussi, d'autres les réaliseront. Ça trouvera que déjà toi, tu as posé les vrais jalons. Okay. C'est ça la réussite. Merci beaucoup. On va aborder le second thème du jour, notamment le boycott des assises de la refondation de l'État prôné par les autorités de la transition. Il y a un groupement de formation politique qui rejette, qui disent qu'ils ne vont pas participer, notamment le parrainat et pas mal de grandes formations politiques. Badou se dit, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement, alors que la plupart de ces leaders ont souhaité la création d'un organe unique de gestion des élections et pas mal de choses. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a eu le dialogue national inclusif. Okay. Il y a eu la conférence d'entente nationale. Il y a eu les états généraux de la décentralisation. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Tout ça, c'est une réalité, c'est une évidence. L'autre jour, j'ai suivi les propos du docteur Marmariko, du parti Sadi, qui disait que non, et les Maliens ont suffisamment discuté, ont suffisamment dialogué sans résultat. Et que le moment est venu de trouver une nouvelle formule. Moi, je dirais qu'il faut toujours discuter. C'est une nécessité. Ça fait partie de nos traditions, de nos cultures. Les assises nationales sont les bienvenues. Parce que si nous voulons que le Mali sorte de cette situation, il faut que nous laissions de côté les obédiences politiques, les questions de religion, les questions ethniques. Les assises nationales seraient une occasion unique pour que l'ensemble du peuple malien se retrouve, pour que l'ensemble du peuple malien discute, échange, pour qu'on parle de tout. Parce que le pays-là est mentalement malade. Le pays-là ne joue pas de toutes ses facultés mentales. Il faut guérir ce pays-là. Et pour guérir ce pays, il faut discuter. Il faut de larges discussions. Il faut des discussions en amont et en aval.
vous voyez l'état du pays. L'état du pays ne permet pas qu'on aille aux élections sans qu'il y ait des recommandations. Donc les assises nationales seraient une occasion pour qu'on mette en place vraiment des recommandations. Et le Premier ministre l'a dit que les recommandations qui seront ici des assises nationales, ces recommandations seront appliquées à la lettre. Et ils vont obliger le prochain président qui va venir à appliquer la teneur de ces recommandations. Ça, c'est une bonne chose. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a un déficit de communication. Une simple rumeur peut se transformer en vérité. Donc, faisons attention, sachons raison garder. Donc, les leaders politiques qui s'agitent aujourd'hui, parmi ces leaders politiques, hier, il y a certains qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Aujourd'hui, c'est les assises nationales. Donc, ce serait une occasion unique pour eux d'y participer parce que ce n'est pas, ici, il n'y a pas question d'opposition de majorité. C'est une transition. Et mon jeune frère Dia l'a rappelé. Donc, nous traversons une période exceptionnelle. Donc, c'est l'occasion de tout remettre à terre et de tout remettre en cause et d'aller sur de nouvelles bases. Il s'agit de la refondation du Mali. Il faut refonder le Mali. Il faut formater l'homme malien. J'ai toujours dit, un pays, c'est d'abord les ressources humaines. C'est ce qui manque à ces pays-là. Et qu'est-ce qui a amené un manque de ressources humaines? N'est-ce pas? La mauvaise gestion de l'école, la mauvaise gestion de la santé, la mauvaise gestion de l'armée, la mauvaise gestion d'autres structures. Donc, c'est cette mauvaise gestion qui nous a mis dans un trou. Il s'agit de sortir de ce trou. Si les assises nationales nous permettent de sortir de ce trou, les assises nationales sont les bienvenues. Je ne vois pas pourquoi on va boycotter les assises nationales. Quand tu participes aux assises nationales, on ne va pas te tirer, on ne va pas trancher la tête, on ne va pas utiliser la guillotine. Donc, il s'agit d'aller exprimer un point de vue, d'aller donner une opinion. Parce que le Mali est malade. Donc, les assises nationales seraient une occasion pour prescrire le remède approprié. Quand le remède est prescrit, tu vas à la pharmacie, tu cherches le médicament et le corps va guérir. Donc en participant aux assises nationales, ce serait une occasion pour guérir le Mali. C'est ce que je peux dire. Ok. Monsieur Sureja, qu'est-ce que vous qualifieriez du comportement de ce leader politique aujourd'hui qui réclamait encore et à cri la mise en place d'un organe unique de gestion des élections et d'autres réformes politiques et institutionnelles qui aujourd'hui disent qu'ils ne vont pas participer aux assises nationales de la refondation de l'État? Oui, mon frère l'a si bien dit, il y a une déficience de communication. Maintenant, moi je pense que pour quand même, en ce qui concerne certains partis politiques qui refusent quand même de participer à ces assises nationales, je pense que l'idéal serait, comme vous le savez, Choguel Tokalamaïga, il est docteur en communication. Il est spécialiste en communication, je veux dire. Et en même temps aussi, il est leader, il est leader politique. Donc, il est quand même mieux placé pour trouver des bonnes astuces, pour mieux approcher peut-être ces partis politiques-là, pour mieux connaître les raisons pour lesquelles ils refusent de participer. C'est une question de communication, c'est une question d'échange. Donc, si les partis politiques refusent de participer à ces assises nationales, c'est parce que peut-être ils ont leurs raisons aussi. Donc, le gouvernement, en tant qu'un gouvernement d'inclusivité, un gouvernement de large ouverture, devrait quand même prendre l'opinion et la position de tout un chacun pour quand même comprendre les raisons qui les poussent à ne pas participer et pour pouvoir aussi trouver des solutions avant la tenue de ces assises-là. Parce que ces assises, comme mon frère l'a si bien dit, devraient être quand même une occasion de repartir sur de nouvelles bases, de se projeter vers un futur radieux, sans quand même rejeter les anciennes recommandations. Je pense que ça devrait être complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution, lors du coup d'État du 18 août 2020, les autorités l'ont rappelé, la Constitution reste valable. Mais les chartes de la transition aussi complètent la Constitution. Donc aujourd'hui, les différentes recommandations issues des différentes assises devraient quand même au moins compléter aussi ce qui va se faire lors de ces assises nationales. Moi, c'est ce que je pense. Il faut quand même les choses se complètent. Ce qui n'a pas marché la fois passée et qu'aujourd'hui on peut partir sur une nouvelle base et qu'il faut que les recommandations se complètent pour le bonheur du peuple malien. Qu'est-ce que vous suggérez au PM de faire en sorte que tous les parties prenantes puissent participer? Aujourd'hui, c'est ce que je disais, il faut qu'il renouvelle également des contacts avec ces partis politiques-là, s'asseoir avec eux, discuter avec eux, comprendre pourquoi ils ne veulent pas participer, montrer l'intérêt réellement de ces assises nationales. Et en même temps aussi, si ces partis politiques arrivent aussi à échanger avec le Premier ministre, peut-être ils vont trouver un terrain d'entente pour le bonheur du Mali et pour le bonheur des Maliens. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que nous sollicitons. Il faut qu'il y ait une seule voix. Les Maliens, que ce soit
les partis politiques, que ce soit le gouvernement de la transition, que ce soit les forces vives de la nation, tout le monde doit se mettre comme un seul homme, parler une seule voix. Aujourd'hui, c'est le seul salut du Mali. Sinon, on ne va pas s'en sortir. La divergence nous amène nulle part. Depuis un certain temps, c'est la divergence vraiment qui occupe le terrain politique, qui occupe la vie sociale, qui occupe la vie de la société civile. Donc aujourd'hui, il est temps, franchement dire, on aura tout vu dans ce pays-là. Donc il est temps maintenant, franchement dire, qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité et qu'on reparte sur une nouvelle base pour quand même éviter tout ce qui nous est arrivé depuis un certain temps. Ok. Merci beaucoup. Badou Situkoba, qu'est-ce que vous diriez à ces formations politiques de faire en sorte que nous puissions vraiment sortir de cette situation de transition avec des bonnes réformes, quoi. À ces leaders politiques, de laisser leurs égos de côté, de penser au Mali. De penser au Mali. Certains parmi eux ont participé à la gestion de ces pays-là pendant ces 30 dernières années. Donc si le Mali est tombé, ils sont en partie responsables. Parce qu'il y a un aspect ici. Souvent, on amène le problème d'homme. Ce n'est pas une question d'homme. Il s'agit du Mali. Il s'agit de faire des changements. Il s'agit de rebâtir un autre Mali. Et pour rebâtir un autre Mali, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que beaucoup de leaders politiques estiment que Chogal est issu du mouvement, Chogal est issu du parti unique et qu'il y a du Moussa Traoré sur le parcours de Chogal Kalamé, qu'il est issu du parti unique, il est issu du parti unique, c'est un fruit de l'IDPM, donc c'est un communiste, ils ne vont pas accepter de composer avec lui. Mais si Chogal est devenu premier ministre, s'il y a eu le coup d'État, c'est parce que la classe politique a échoué. Dans tous les pays démocratiques où la classe politique est responsable, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est parce que la classe politique ne s'est pas assumée à un moment donné. C'est parce qu'il y a eu la mauvaise gestion. C'est pour cette raison que les militaires ont fait irruption sur la scène politique, parce que les militaires profitent de toutes les situations. Ils sont en embuscade. Nous, on a dit, depuis le 26 mars 1991, lors de la conférence nationale qui a eu lieu après le 26 mars, il a été dit que désormais, pour accéder à la magistrature suprême au Mali, il faut passer par la voie des urnes. Okay. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le troisième sujet du jour, notamment la probable signature d'un accord de coopération militaire entre les autorités de la transition et un groupe de sécurité privée dénommé Wagner de Russie. Qu'est-ce qu'il y a depuis l'annonce, depuis la fuite de cette information? Il y a eu des prises de position par-ci, par-là. Ça a semé la panique un peu au niveau des partenaires du Mali, notamment la France, l'Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle-là? Effectivement, la nouvelle a effrayé les chancelleries occidentales. C'est une réalité. Et la France a même menacé de retirer ses troupes. L'Allemagne, idem, parce que la Bundeswehr, que l'armée allemande dispose d'1 million d'hommes en République du Mali, c'est une réalité. Mais il faut s'assumer. À un moment donné de la vie, quand vous présidez aux destinées d'une nation, prenez vos responsabilités. Et en Centrafrique, le président Archange Faustin Touadéra a pris ses responsabilités en faisant appel aux mercenaires de Wagner. Il n'a pas demandé la France, il n'a pas demandé la Chine, il n'a pas demandé l'Inde. Il a pris ses responsabilités et ils ont signé un accord. Wagner est venu et en échange, il a offert des concessions minières à Wagner. Il y a Biria, il y a Birao, il y a Alindao et Andele. Donc c'est des mines que l'État centrafricain a offert à Wagner en échange par le canal d'une société écran qui s'appelle Nobel Invest. Donc, on peut dire que le président Archange Faustin Touadéra a pris ses responsabilités, il s'est assumé. Dans le cas du Mali, je pense qu'au lieu de crier sur tout le toit, nous allons faire venir Wagner, il faut faire venir Wagner. Moi, je pense que c'est même un plus. Barkhane, depuis le 11 janvier 2013, la France est présente au Mali à travers Serval. Après, il y a eu Barkhane. On dit que Barkhane sera reversé dans Takuba. Il y a la force conjointe du G5 Sahel. Il y a la MINUSMA. Il y a les armées locales. Mais avec tout ça, on n'arrive pas à retrouver les chemins de la paix. Les djihadistes sont en moto. MINUSMA, Barkhane, l'armée malienne, ils utilisent des pick-up, ils utilisent des blindés, ils utilisent des avions de combat, des drones. Mais avec tout ça, ils n'arrivent pas à mettre fin au djihadisme. Donc, si elle ne parvient pas, si une autre force étrangère vient, c'est vrai, c'est une société de sécurité privée, il faut se méfier des sociétés de sécurité privée, c'est une réalité, mais en étant, quand vous prenez une décision, il faut vous assumer. Et les rapports entre le Mali et la Russie ne datent pas d'hier.
Ça remonte à l'époque de l'Union soviétique, ça c'est depuis le début des indépendances. En 1985, quand l'exploitation de la mine d'or de Kalana a commencé, c'est les Russes qui exploitaient la mine d'or de Kalana. Et en échange, ils équipaient notre armée et ils formaient nos militaires. Il semble que le groupe Wagner, le groupe de sécurité privée Wagner, n'engage pas l'État de Russie. Oui, oui. Est-ce que légalement, l'État du Mali doit signer un accord de coopération militaire avec un groupe privé d'un pays? Ça dépend. Mais aux États-Unis, il y a la société Blackwater qui a intervenu en Irak, en Afghanistan. Wagner, ce n'est pas la première fois que Wagner intervient dans un État. Wagner est en Centrafrique, Wagner est dans le Donbass en Ukraine, Wagner est en Libye, Wagner est au Soudan. Personne n'a broché. C'est parce qu'on a annoncé que Wagner va venir au Mali. Je vois tout le monde s'agite. La ministre française des armées, Florence Pagny, va jusqu'à dire que la France fera tout pour préserver ses intérêts. Tout dépend des pays. Le Rwanda a su s'assumer à un moment donné. Au Rwanda, on parle anglais. Aujourd'hui, le Rwanda est respecté dans le Conseil national. Si nous voulons nous faire respecter, qu'on s'assime, si nous prenons une décision, le Mali est un État souverain. Nos décisions sont souveraines. Donc, on n'a pas besoin de voir les beaux jeux des gens les Drian ou de Alain Juppé, la Jipette, pour pouvoir prendre certaines décisions. Tout revient à l'État malien, que nos dirigeants s'assument. Merci beaucoup. Monsieur Siredja, que réagirez-vous par rapport à la prise de position de nos partenaires privilégiés, notamment la Russie, notamment la France, l'Allemagne, qui sont contre la probable signature d'un accord de coopération militaire entre le Mali et le groupe Wagner de Russie pour mettre fin au terrorisme qui ne finit pas. Vous savez, M. Sidibé, vous savez déjà, les partenaires, ils sont dans leur position, ils sont dans leur raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends un exemple de la vie courante, c'est une réalité. Vous, déjà, vous intervenez, comment dirais-je, vous traitez une femme, je vais dire l'exemple entre guillemets. Donc, vous traitez une femme à votre guise. Et soudain, mon frère vient, il dit que lui, il est mieux placé pour le traiter, pour lui donner tout ce qu'il souhaite. Et vous allez réagir comment, M. Sidibé? Donc, votre sens de jalousie, il va s'imposer. Donc, je pense que c'est dans ce dynamisme-là que les partenaires du Mali essaient aussi de manifester. Donc, ils ne veulent pas perdre le terrain. Ils ne veulent pas aussi perdre comment dire, leur crédibilité vis-à-vis du peuple malien, parce qu'ils se sont engagés pour venir mettre fin à ce terrorisme-là. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Le résultat n'est pas satisfaisant. Ouais. Le résultat n'est pas satisfaisant. On le sait, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre de longue haleine. Ce n'est pas une guerre du jour au lendemain. Donc, les partenaires sont dans leur logique, comme je t'ai dit, dans leur logique de jalousie. Donc, tout ce qui peut quand même faire changer d'avis au peuple malien ou aux autorités du Mali en place, donc ils le feront. Ils le feront à travers des menaces, ils le feront à travers des communiqués. Ils sont dans leur logique de boycotter. Mais maintenant, le seul point qu'il faut retenir dans cette situation, je pense que le Mali essaie aussi de diversifier ses partenaires et ils essaient aussi de trouver des solutions. Parce que si tu es malade, et si on te dit le paracétamol te soigne, tu vas le prendre. Si on te dit encore tu ne vas pas d'amélioration, on te dit encore de le prendre, prends aussi, il faut le prendre pour améliorer ta situation. Je pense que les autorités du Mali s'inscrivent dans ce dynamisme-là. Donc, dans la recherche perpétuelle de solutions auxquelles notre pays est confronté. Donc, mais maintenant, je ne sais pas, il faut aussi essayer de voir la chose de fond en comble. Est-ce que cette intervention ne va pas avoir des répercussions sur notre situation sécuritaire ou notre réalité sociale? Est-ce que ça ne va pas diviser le peuple? En tout cas, c'est des questions qu'on se pose et il faut quand même diagnostiquer cette situation de fond en comble pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Comme mon frère l'a si bien dit, il faut s'assumer, il faut prendre des bonnes décisions, en tout cas, qui vont au bonheur du Mali. Voilà. Okay. Badou, quelles peuvent être les conséquences de cette intervention, de cette probable signature d'un accord de partenariat de sécurité? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, je ne suis pas un stratège, mais à ce que je sache, peut-être la seule conséquence, ça va peut-être saigner notre budget national. Parce que j'ai appris que nous devons offrir à Wagner 6 milliards de francs CFA par mois. Nous devons leur offrir quelques mines d'or en échange de leur venue au Mali, en échange de leurs prestations. Parce qu'ils vont venir non seulement pour entraîner nos troupes, en même temps, ils vont participer au combat aux côtés de nos troupes. Maintenant, l'autre conséquence peut être une conséquence sociale. Parce qu'en Centrafrique, on a entendu dire qu'il y a des
Il y a eu des cas de violation des droits de l'homme de la part de la société Wagner, mais l'information reste à vérifier parce que si souvent vous écoutez certaines chaînes internationales, notamment RFI, vous pouvez vous tromper de cible souvent. Donc, mais toujours est-il que tout dépendra de notre État, tout dépendra du contrat qui sera signé avec la société Wagner. Si Wagner devait venir, parce qu'il y a l'autre jour, Assimi Massaoudou, qui est le ministre nigérien des Affaires étrangères, disait sur RFI que la CEDEAO n'acceptera jamais que des mercenaires foulent l'espace CEDEAO. Il parlait particulièrement du Mali. Il est allé jusqu'à dire, mais pourquoi les militaires maliens ne partent pas sur le terrain au lieu de faire appel à des sociétés de sécurité privée. Bon, faire appel, comme il a dit, on peut toujours faire appel à plus. Barkhane est là, Takuba, je ne sais pas, G5 Sahel, la milice. Mais si Wagner est en mesure de ramener la sécurité, la sérénité au Mali, c'est une bonne chose. Mais je vais encore faudrait-il rappeler qu'il revient à l'armée nationale du Mali. Le rôle de gagner de sécurité, les personnes revient. Et l'honneur revient à l'armée malienne de détruire le terrorisme. Mais au-delà de la destruction des bases terroristes, de l'extermination des terroristes, il faut penser aussi au tout économique. Parce que l'une des raisons pour lesquelles au centre et au nord, les jeunes ont pris les armes, parce que c'est des jeunes qui sont désœuvrés. À l'époque, les touristes venaient dans la région de Mopti-Tombouctou, les jeunes guidaient les touristes, ils avaient beaucoup d'argent. Et cela a cessé. Et qu'est-ce que les terroristes font? Les terroristes vont les voir, ils leur disent, bon, vous allez mettre les mines sous terre. Si vous mettez les mines sous terre, vous avez 150 €. S'il y a beaucoup de victimes militaires, nous allons augmenter la mise. Donc, il faut changer à Wagner, mais il faut changer aussi à chercher de l'emploi pour les jeunes. Il faut songer à ramener les services sociaux de base dans ces zones. Parce que la nature a horreur du vide. Donc les terroristes ont profité de l'absence de l'État pour occuper le terrain. Donc il s'agit de déradicaliser ceux qui occupent le terrain. Il s'agit de déradicaliser les jeunes, de les incorporer dans les différents corps d'armée, de les offrir des emplois décents. Donc ça leur permettra d'être à l'abri du djihadisme. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Monsieur Suridja, en gros, qu'est-ce que vous diriez à la population malienne, aux autorités de la transition, pour que nous puissions avoir une France politique et sociale apaisée et que la transition puisse arriver à terme? Donc voilà, l'appel que j'ai à lancer à la population, c'est d'être soudés, d'être unis autour des autorités de la transition pour que la transition puisse bien se passer. Aux autorités de la transition, c'est de tout faire pour respecter leur engagement. Parce que, comme on a l'habitude d'entendre, tout engagé doit respecter son engagement pour l'engagement des engagés. Donc, les autorités doivent quand même respecter leur engagement, c'est-à-dire le délai de la transition, organiser des élections libres, crédibles et transparentes, également écouter la population et en même temps aussi faire tout pour vraiment apaiser le climat social. Donc, je pense que, et également rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc, je pense qu'entre autres, en grosso modo, c'est cet appel que j'ai à lancer aux autorités de la transition et au peuple malien. Okay. Et en vous remerciant également, M. Sidibé, pour l'occasion donnée. Merci beaucoup. Et Badou, quel est votre mot de la fin aux autorités de la transition, à la population malienne, pour que vraiment les Maliens puissent sortir de cette situation très compliquée? L'appel que j'ai à lancer aux autorités de la population malienne, c'est qu'unis, nous allons gagner. Mais dispersés, nous allons beaucoup risquer. Donc, c'est dans l'union qu'on pourra vaincre les difficultés auxquelles le Mali est confronté aujourd'hui. Et nous devons penser à la postérité. Nous sommes là aujourd'hui, demain c'est nos enfants. Il faut qu'on laisse quelque chose à nos enfants. Il faut que nous leur léguons un Mali en paix, un Mali stable, un Mali où il fait bon vivre, un Mali qui devient un havre de paix. C'est ça l'objectif. Il faut que la classe politique aussi sache que le Mali, n'est-ce pas, est à la croisée des chemins. Le Mali est un tournant décisif de son histoire. Et ça, c'est la transition. Si la transition échoue, ce n'est pas Chogal qui a échoué, c'est l'ensemble du peuple malien qui a échoué. Il faut que nous mettions ça dans notre tête. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes à bord d'une barque. Cette barque, c'est la barque Mali. Et si cette barque prend de l'eau, nous allons tous y mourir. Nous n'avons nulle part où aller. Le Mali nous a vu naître et grandir. Le Mali nous a tout donné. En essayant, nous devons tout donner au Mali. Le Mali est dans un état peu enviable, par notre faute. Donc nous devons ouvrir les yeux. Ce n'est pas Barkhane, ce n'est pas Wagner qui va venir construire le Mali. Le Mali, la construction du Mali viendra de nous-mêmes. Et la grande guerre patriotique contre le terrorisme ne saurait être gagnée si nous ne nous mettons pas ensemble.
Merci beaucoup. Si la transition échoue, ce n'est pas Choguel, ce n'est pas le président de la transition, c'est un échec collectif. Ainsi prend fin ce numéro de regard sur l'actualité. J'avais le plaisir de recevoir M. Badou Sidi Koba, directeur de publication des journaux Triomphe du Mali et Carrefour, et M. Suredia, président du Rassemblement des jeunes pour le patriotisme. Merci d'avoir été là, chers invités, et à la prochaine pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.